Bonjour tout le monde. Ça fait plus de 3 ans que j'ai pas fait une vidéo sur un film actuellement en salle sur la chaîne. Mais bon voilà, ces temps, je suis un peu débordé. Mon boulot me demande pas mal d'énergie et je peux pas me lancer dans des formats qui prendraient plusieurs dizaines d'heures de travail. Et puis en voyant Le Garçon et le Héron, je me suis dit que je voulais vous en parler, en profiter pour relancer ces formats. Ça me permettrait d'alimenter un petit peu la chaîne, de donner un petit peu d'actualité et de continuer à créer des trucs sympathiques. Alors voilà, on se lance ? Donc, Le Garçon et le Héron, un film qui bénéficie de la réputation de son studio et surtout de son maître, à tel point qu'il s'est permis de sortir dans les salles japonaises avec une promotion se résumant à ce seul et unique visuel. Un choix osé et qui vaut la peine qu'on se penche dessus quelques instants. L'aspect croquis déjà, qui met en avant le savoir-faire du studio et son attachement au dessin réalisé à la main. L'affiche nous crie dessus, un vrai travail d'artisan, et cet artisan, c'est Miyazaki. L'originalité de cette promo a alimenté les discussions dans le monde entier. Beaucoup de pubs, pour peu de frais. Et enfin, le studio parvient à s'en dégager une image de studio unique, se tenant éloigné des calculs financiers habituels. Bref, en termes de promotion, c'est un coup de poker gagnant. Mais passons au film lui-même. Alors, selon Sens Critique, il s'agirait de son pire long métrage jamais réalisé, avec une note moyenne de 7 sur 10 quand même. Et quand 7 sur 10 c'est la pire note d'un réalisateur, on peut définitivement considérer qu'il a réussi sa carrière. Bon, on n'est pas là pour parler de la vie des autres, mais du mien. Et moi, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben, c'est vachement bien Le Garçon et le Héron. Alors je comprends certaines critiques qui lui sont faites, à commencer par son personnage principal, très passif, très mutique. Difficile de s'attacher à lui tant il est renfermé sur lui-même. Autre problème mentionné, c'est l'aspect très dispersé de son récit, qui devient parfois même incompréhensible. Il est question de deuil, de héron, d'univers parallèle, de voyage dans le temps, de perruches fascistes, d'apocalypse et de cailloux électriques, bref, un univers foisonnant mais qui peine à trouver sa cohérence contrairement à un Chihiro, où la vie sociale autour des bains thermaux formait une unité solide autour de laquelle bâtir le reste. Ici, une fois dans l'univers féerique, on enchaîne les lieux où les règles et les personnages changent tout le temps. J'ai vu que beaucoup ont cherché à donner du sens à cela, d'abord en expliquant que le film est en fait une autobiographie de Miyazaki. Alors certes, on retrouve Miyazaki chez notre héros, dont la mère est souffrante et le père exerce un métier qui semble proche de celui du père de notre réalisateur. On le retrouve aussi dans la figure du vieux sage, plutôt isolé, qui s'interroge sur sa relève, Mais voilà, personnellement, je trouve que toute cette construction interprétative autour de la seule figure de son auteur limite beaucoup l'intérêt qu'on peut porter au film. Je ne dis pas que c'est faux, seulement que ça nous aveugle et nous empêche de voir autre chose. Et je pense qu'on peut tirer de ce film des éléments bien plus universels que de simples clins d'yeux à la vie de son auteur. Je le pense tellement que c'est en fait ce qu'on va faire maintenant. Mais du coup, j'aurais pu vous dire ça directement. Ça vaut bien la peine que j'écrive mes critiques. Bon. L'autre entrée par laquelle beaucoup expliquent le film, c'est le thème du deuil. Et c'est cette entrée aussi que j'ai personnellement privilégiée. Le héros a perdu sa mère et va réaliser une longue quête visant à accepter ce changement et à trouver un nouveau but. Mais j'ai vu peu de monde faire le lien entre ce deuil individuel et l'invitation de Miyazaki à ce qu'on réalise tous un deuil plus large, celui du système dans lequel nous vivons et qui nous fait foncer droit dans le mur. C'est pas nouveau, Miyazaki est un écolo convaincu et un peu dégoûté du monde capitaliste dans lequel il évolue. Et je trouve que cela est très bien retranscrit dans Le Garçon et le Héron. Pour l'expliquer, je suis surpris de voir que beaucoup s'insurgent sur le fait que d'habitude on a de magnifiques moments de gueuleton dans les Ghibli, et pas dans celui-ci. C'est vrai, mais c'est oublier un peu vite ce qui unifie ce nouvel univers. Tout le monde a faim et s'entre-dévore. Un poisson mord à un appât, les warawara mangent le poisson, les pélicans mangent les warawara, et les perruches, elles mangent les humains. Tout le monde a faim, tout le monde se dévore. Miyazaki nous montre ici que notre système est en bout de course, sur le point de s'effondrer, et nous invite donc à en faire le deuil. Un deuil qui dépasse donc de loin celui que doit accomplir notre héros vis-à-vis de sa mère. Cette symbolique me semble permettre de comprendre un peu plus le rôle du héron, qui n'est autre qu'un homme qui se laisse littéralement avalé par son apparence. Ce n'est que quand il en sort qu'il devient une figure positive. En héron, il se montre particulièrement carnassier et trompeur, alors que lorsqu'il sort sa tête, il évolue rapidement en figure positive et aidante. Et les personnages fonctionnent à travers ces symboliques. On a les grands-mères, figures bienveillantes et positives dont la fonction est de protéger cette nouvelle génération, mais aussi le roi perruche, figure autoritaire, voire même fasciste, glorifié par un peuple auquel il promet de résoudre tous les problèmes. Sa fonction est d'autant plus intéressante que son but, pour lui, n'est pas vraiment la sauvegarde du monde, mais seulement du peuple des perruches, quitte à s'en prendre à tous les autres. Bref, tout ce système qui mène à affamer les peuples. Ces peuples commencent à s'entre-dévorer, jusqu'à faire naître des figures fascisantes qui appuient leur politique en décrétant la priorité absolue du peuple perruche sur tous les autres êtres vivants. Et devinez qui mène ce système bancal à sa perte ? Eh oui, le roi perruche avec sa solution beaucoup trop simpliste et irréfléchie. Son ascension entraîne l'effondrement du système tout entier, et son peuple n'y échappe pas plus que les autres. Et je trouve la fin de ce
récit passionnant, car dans la plupart des films, l'enjeu est de sauver ce système branlant. Ici, sa destruction est présentée de manière presque positive. Cette destruction nous est vendue comme l'occasion de bâtir quelque chose de neuf et de plus solide. Telle est la tâche donnée à notre jeune héros, qui commence le film avec pour enjeu de faire le deuil de sa mère, et qui le termine avec la charge de devoir rebâtir le monde. Voilà pour un survol général de la thématique du film, mais ce qui m'intéresse particulièrement et qui me semble souvent peu évoqué, c'est l'importance de la forme par laquelle on nous transmet ce thème. Car il faut reconnaître qu'un film Ghibli doublé du nom de Miyazaki, c'est quand même pour le grand public l'assurance d'un certain savoir-faire. Enfin, quand ce nom n'est pas confondu avec celui de son fils qui nous pond le premier Ghibli en images de synthèse, tentant péniblement de se hisser au niveau graphique du premier Toy Story. Oh. Miyazaki père profite pleinement de ce format pour créer des mondes et former un tout cohérent de son imaginaire, et cela depuis ses premières œuvres. Et moi j'avoue que c'est ce que je préfère, c'est le Miyazaki qui nous fait rêver, qui nous amène à arpenter des mondes avec leur logique propre, leurs enjeux à eux. Je trouve toujours passionnant de voir comment Miyazaki parvient à insuffler la vie à ses univers animés, car il le fait souvent bien mieux que la plupart du cinéma en prise de vue réelle. Le garçon et le héron ne fait pas exception. On est obligé pour cela de parler de ces vastes décors, et je dois constater que le maître est plus inspiré lorsqu'il laisse son personnage être emporté par l'univers féerique que lors de sa première partie en crayon réel. La verdure domine avec un soin du détail toujours aussi fascinant. Un décor généralement fixe, ce qui permet souvent de mettre l'accent sur la petitesse du personnage, seul point en mouvement, au milieu de ce vaste monde. Miyazaki donne la vie à l'île des morts de Bucklin et parsème son monde de si près, nous rappelant constamment que la mort est omniprésente dans cet univers. Mais ce qui le rend tout particulièrement vivant, c'est que Miyazaki jongle avec les éléments. Dès le début, ce sont les flammes de l'hôpital qui dégagent la lumière de son décor. Un décor parsemé d'étincelles et de cendres qui rendent la représentation particulièrement crédible. C'est aussi l'eau, qu'il s'agisse d'un océan, d'une rivière ou d'une larme. C'est le vent qui traverse le film en animant constamment certains pans du décor. Vraiment, la vie se retrouve dans tous ces détails visuels. Ils sont partout dans chaque scène, de sorte à nous faire ressentir au maximum la tangibilité de cet univers. Et je ne vous parle même pas du son des pieds sur le sol en bois, puis des guettas, ces chaussures traditionnelles. C'est selon moi ce qui fait le charme des univers de Miyazaki. Non seulement il porte un discours toujours passionnant à interpréter, mais ce discours est enrobé dans une forme qui nous invite à nous y intéresser. Et certes, le personnage de ce nouveau long métrage est peut-être un peu moins attachant qu'une Chihiro, une Ponyo ou un Porco Rosso. Mais cela ne me dérange pas tant le personnage principal me semble être un prétexte pour nous emporter dans cet univers. Il n'est qu'une pièce parmi d'autres du thème que Miyazaki nous fait explorer en arpentant le monde qu'il a créé. Mais ceci dit, je vous recommande de voir la vidéo de la chaîne Lapin, qui développe au contraire son point de vue sur le fort attachement qu'elle a ressenti envers le héros. Bref, il y aurait encore bien des choses à dire sur le garçon et le héron, mais je vais m'arrêter ici. Au fond, la tâche que je me suis auto-attribuée n'était que de vous passer le flambeau. Et sur ces quelques propositions interprétatives encore branlantes, à vous de voir si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir le film pour les consolider, ou au contraire, les balayer d'un seul coup de main pour proposer votre propre interprétation. Et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me partager vos impressions sur le film. Je suis assez curieux de voir ce que vous en pensez vous, et je me ferai un plaisir de discuter avec vous de tout ça. En attendant, à bientôt!